Europe 1, 16h-18h. On marche sur la tête. Elliott Deval. On marche sur la tête, c'est parti, 16h, 18h sur Europe 1. Une question au cœur de notre émission, mais que faire face à l'ensauvagement de la société? On va vous donner la parole, c'est à vous de prendre les rênes de l'antenne. Cette France silencieuse, à qui on a trop peu donné la parole. Et hier, vous étiez très nombreux à vouloir réagir après le drame qui a touché Nantes et la France et cette attaque au couteau. 01 80 20 39 21. Appelez-nous en direct sur Europe 1. L'équipe du jour, Valérie Benaïm. Chère Valérie, bonjour. Bonjour. Vous nous avez manqué hier. C'est gentil. Gauthier, il n'a pas arrêté de parler de vous. C'est vrai, à ce point-là? Moi, je pensais retrouver toute l'équipe. Je rentre et je fais « Où elle est où, Valérie ?» Il l'a même dit en italien, vous savez. Oui, parce que évidemment, maintenant, il est bilingue. Valérie, où elle est? Où est Valérie? Vous savez qu'il me voilà de avec retour. beaucoup de cadeaux. C'est vrai? Mais évidemment, vous avez d'ailleurs le cadeau il pour en a Valérie. distribué aux uns et Je aux vous autres. ai dit que je suis ruiné après ce voyage. J'ai à peine eu de quoi payer le billet d'avion pour revenir. Valérie donc est avec nous. Vous l'avez entendu, Gauthier Lebret, Olivier d'Artigol, cher Olivier, bonjour. Bonjour Elliott. Fabien Lecoeuvre, bonjour. Bonjour Elliott. Merci pour la chronique d'hier, parce que c'est vrai que l'actualité est lourde en ce moment. Et votre chronique est aussi une respiration, un moyen de souffler un peu. Ça fait du bien. Quel sera le programme à 17h? Aujourd'hui, on a des anniversaires. Il y a plusieurs 50 ans à célébrer. Oh, eh bien, on a hâte de vous entendre aux alentours de 17h. Et puis, on a le plaisir de recevoir Stéphane Amar. Vous êtes psychologue clinicien. Stéphane, bonjour. Bonjour. On va revenir évidemment sur ce drame nantais. Les cours n'ont pas repris ce matin pour les élèves du secondaire de Notre-Dame de Toutes-Aides. Hier, dans cet établissement privé de Nantes, où un élève de seconde a poignardé 4 de ses camarades. Une jeune fille est morte. On ne sait pas encore si les 3 autres victimes sont tirées d'affaire. Et vous avez été extrêmement nombreux à vouloir réagir, parce qu'évidemment, on va faire comme hier, c'est-à-dire qu'on a la pudeur, l'honnêteté aussi intellectuelle de dire il faut faire très attention, car on n'a pas tous les éléments concernant ce dossier. Le procureur de la République va prendre la parole à 18h et on en saura un peu plus sur le profil du suspect. Mais ce drame intervient malheureusement dans une sorte d'histoire sans fin où ces drames se répètent et il y a un climat aujourd'hui en France. Alors je sais que parfois il y a des ministres, même des ministres ô combien importants, qui parlaient de sentiments d'insécurité, mais Gauthier Lebret, là on est dans le réel et on voit que ces drames peuvent toucher n'importe quel territoire et parfois des sanctuaires qui sont les collèges en France ou les lycées. Oui, je pense que la déclaration la plus importante d'hier, c'est celle de Bruno Retailleau. C'est lui qui en fait un sujet politique en disant il y a des réponses politiques à apporter pour éviter que ça se reproduise, puisque le ministre de l'Intérieur, vous le savez, a parlé de faits de société. Il refuse le terme de faits divers et il a pointé l'ensauvagement de la France et il a ciblé tous ceux qui ont déconstruit tous les cadres qui régissaient la société française, ceux qui ont déconstruit la hiérarchie, l'autorité. Donc, sans la nommer, il citait la gauche. Et d'ailleurs, juste derrière, la maire de Nantes, Johanna Rolland, a dit « Moi, aujourd'hui, je ne fais pas de politique », contrairement au ministre de l'Intérieur, en faisant une déclaration qui était politique du premier mot au dernier. Donc, Bruno Retailleau, il met la focale sur la responsabilité politique des dernières années, puisque cette histoire, alors vous avez 100% raison, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants, et on va attendre 18h et le procureur pour connaître mieux le profil de l'individu, puisqu'il y a eu un manifeste qui penchait à l'extrême gauche, et ensuite il y a des élèves qui ont dit à l'agence France Presse que c'était un adorateur d'Hitler. Donc pour le moment, tout ça est très flou, donc il va falloir attendre le procureur de la République. Mais quand je dis il y a tout, il y a les couteaux qui prolifère, qui est devenue l'arme utilisée dans malheureusement de nombreux drames. Il y a la violence chez les mineurs. Donc là, on a quelqu'un qui a moins de 16 ans. Et puis, il y a évidemment l'école. L'école, alors l'école évidemment qui n'est plus du tout un sanctuaire. Et hier, François Bayrou a dit l'école doit rester un sanctuaire. C'est comme quand Gérald Darmanin dit la République ne reculera pas après qu'une prison se soit fait rafaler. Bon, l'école n'est de fait plus un sanctuaire depuis Samuel Paty, depuis Dominique Bernard. Et hier, ça montre bien que ce n'est pas un sanctuaire. Et il y a la souffrance psychologique chez les jeunes. Ça, c'est le dernier volet. Vous voyez, on pourrait parler des heures de ce qu'il s'est passé, et c'est ce qu'on va faire, parce qu'on va tenter de comprendre, au-delà
du cas nantais ce qu'il se passe dans notre société. Et beaucoup de Français ont été heurtés par les propos de responsables politiques auparavant qui disaient mais le sentiment d'insécurité. L'insécurité en France, malheureusement, n'est pas un sentiment. C'est réel aujourd'hui. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, au-delà de ce que vient de dire Gauthier, oui, il y a une violence des mineurs, oui, c'est un sujet sur lequel il faut qu'on débatte, on doit s'en emparer, mais il y a le sujet, moi, qui me semble aussi très important, ici, c'est aussi le sujet de la santé mentale de nos jeunes. Nos jeunes vont mal. Il y a eu le confinement, ils subissent des flots dans son manifeste notamment, il parle d'écocide, etc. Donc il y a énormément de choses qui les impactent, qui les affectent, et c'est une génération, notre génération et les générations précédentes ont vécu d'autres choses, mais eux ont vécu quelque chose qui est quand même assez dingue pour eux, pour des gamins, c'est de se retrouver enfermés pendant le Covid. Et c'est pour ça que donc, dans les studios d'Europe 1 aujourd'hui, la priorité sera donnée évidemment à Stéphane Amar, psychologue clinicien. On vous donne la parole dans un instant et on va vous donner la parole, bien évidemment, sur Europe 1, 01 80 20 39 21. Vous appelez le standard d'Europe 1 et à vous de nous dire si vous vivez cet ensauvagement, cette insécurité au quotidien, en prenant peut-être un peu de hauteur, pas forcément en parlant du cas nantais. Olivier d'Artigol. Depuis hier et cette terrible actualité, nous sommes prudents sur le profil qui apparaît très complexe de ce jeune adolescent qui est décrit comme dépressif. Je suis d'accord avec Gauthier pour ne pas aller à ce stade-là sur un terrain politique, car que l'on regarde du côté du manifeste ou que l'on regarde sur ce que serait, je mets tout ça au conditionnel, ces sympathies politiques, donc nous n'avons pas suffisamment d'éléments assurés pour en parler. Il y a bien sûr tout le volet sanctions, tout le volet de notre politique pénale pour les mineurs, qui doit être re-questionné. Mais il y a bien évidemment, Valérie vient de le dire, l'énorme question de la santé mentale des jeunes, qui avait été décrétée priorité nationale pour l'année 2025, avec des rapports que nous connaissons qui tombent et qui vont tous dans la même direction pour dire que les choses se sont détériorées, que c'est alarmant. J'ai été dans une autre vie président d'une mission locale qui suivait à peu près 4500 jeunes sur le ressort de notre territoire béarnais. J'ai souvenir que le dernier poste que nous recrutons, c'est une psychologue et non pas une conseillère emploi, parce que nous accueillons dans la structure non pas des jeunes qui auraient eu besoin d'un accompagnement psychique, mais le CHP, le centre hospitalier de Pau, ne les recevait pas en accueil de jour et on les voyait arriver en mission locale, non pas pour avoir une insertion sociale et professionnelle, mais parce qu'ils étaient en train de péter un boulard avec des phénomènes liés ou à la consommation de drogue ou à une déscolarisation, à un mal-être. Et il y a véritablement à pointer le manque criant, catastrophique de moyens. Ça commence par les infirmiers scolaires, par les psychologues scolaires, le fait que nous puissions détecter les premiers signes alarmants à l'échelle d'un établissement, le fait que des adultes puissent être attentifs. Et parfois, on a des jeunes qui sont des bombes à retardement. Il est décrit comme dépressif. Et voilà ce qui s'est passé. Je le disais donc, on a besoin de cette analyse avec vous, Stéphane Amar. Vous êtes psychologue clinicien. Je me pose peut-être les questions que les auditeurs d'Europe 1 se posent quand on a vu ce qui s'est passé hier, mais même à travers tous les actes parfois criminels de mineurs, où on bascule dans l'horreur absolue. On entend très rapidement que le suspect, l'assaillant, est un déséquilibré, qu'il a des troubles psychiatriques. Et souvent, je me pose cette question, peut-être à tort, mais il faut peut-être un certain équilibre pour penser commettre le pire, pour organiser, venir dans un lieu avec des couteaux, avoir une cagoule, proposer un manifeste. Donc c'est toujours ce décalage qu'il peut y avoir entre la présentation d'un homme qui est donc déséquilibré, atteint psychiatriquement, et en même temps trouver un certain équilibre dans ce périple meurtrier. Oui, c'est-à-dire que c'est un peu complexe parce que on peut tout mettre dans cette étiquette psychiatrique et qu'évidemment, ce n'est pas du tout équivalent d'être déprimé, de faire une bouffée délirante, d'être schizophrène. Donc on n'est pas du tout dans les mêmes configurations. Et quand bien même, lorsqu'on est psychotique, c'est-à-dire fou, si on peut dire dans le langage commun, ça n'empêche pas un raisonnement intellectuel, ça n'empêche pas un projet cohérent.
C'est-à-dire que dans la paranoïa, par exemple, vous avez des gens qui sont d'une extrême cohérence, et pourtant ils sont complètement délirants. Oui. Donc la folie ne veut pas dire complètement en dehors de toute capacité à organiser les choses. Voilà, ça, c'est... Bon, vous n'avez pas le dossier en main et Oui, je ne veux surtout pas. je parlais pas de lui, Et d'ailleurs, je remercie les auditeurs qui m'ont envoyé un message et je tiens à vous remercier, Olivier, Gauthier, Fabien, hier, parce que j'ai reçu beaucoup de messages qui saluaient le fait qu'on n'aille pas ni sur le terrain politique, ni sur le cas très précis nantais hier après-midi, parce que factuellement, on n'a pas encore tous les éléments et vous l'avez rappelé à plusieurs sur reprises, le profil, cher Olivier. Sur le profil, c'est très clair, mais sur le terrain politique, maintenant, c'est un sujet politique. Depuis la déclaration du ministre de l'Intérieur, la réponse de la maire de Nantes. Moi, je veux juste pour polémiquer un petit peu et faire du débat, parce que c'est aussi le but de cette émission. Vous voulez dire que je suis hors sujet ? Non, pas du tout. J'entends beaucoup. Le problème, c'est la prolifération des couteaux. Le couteau, il y en a partout. Le problème, c'est pas tant le couteau, c'est celui qui prend le couteau, qui le met dans son sac et qui va tuer sa camarade de classe. Ensuite, j'entends, et c'est très vrai ce que disait Valérie, il y a une souffrance psychologique qui a augmenté chez les jeunes depuis le confinement. C'est purement factuel. Mais heureusement, tous les jeunes qui ont été confinés ne vont pas passer à l'acte. Et moi, jusqu'à la génération de nos grands-parents, on avait des grands-pères, des arrière-grands-pères qui ont fait la guerre. C'est-à-dire que moi, j'ai un grand-père qui a encore fait la guerre. Il n'est pas revenu, alors que c'est légèrement plus compliqué qu'un confinement, avec une volonté. Tu as raison, mais donc, il ne faut pas non plus... Bien sûr, l'explication ne vaut pas excuse. On essaye de trouver un contexte, et d'essayer de comprendre ce dont il s'agit. Et force est de constater, moi, je suis allée chercher les chiffres, là, que on a 700 infirmiers scolaires pour 12 millions d'élèves et d'étudiants, et les syndicats estiment qu'il en manque 15 000. Donc effectivement, là, alors au-delà de ce cas précis, mais on a entendu à chaque fois des élèves qui sont passés à l'acte et dont on a dit. On savait qu'il n'allait pas forcément très bien. On a eu des alertes, mais on se retourne vers qui ? On se retourne comment ? Et à ce moment-là, quand il est trop tard. Donc c'est là où... Il y a quelque chose qui me perturbe aussi dans les témoignages des élèves. Et vraiment, l'idée n'est pas de cibler évidemment les camarades. Mais depuis 24 heures, on entend des camarades de classe dire on connaissait ce garçon qui était un adorateur d'Hitler, qui parlait de meurtre, qui parlait du 11 septembre, qui parlait des attentats. Et je me disais, mais est-ce que, et on verra ça à 18h, c'est pour ça que je suis très prudent, peut-être que le procureur va nous dire mais il y a eu plusieurs signalements et donc on verra si oui ou non il y a eu des failles. Mais moi j'ai mon camarade de classe il y a 10 ans qui me dit en fait je regarde que les vidéos des attentats terroristes ou j'adore regarder les attaques du 11 septembre qui me parlent tous les jours d'Adolf Hitler. Je crois qu'à un moment donné j'ai un peu peur et je le signale le plus rapidement possible pour son bien et pour le bien des autres. En fait, si je vous dis ça, c'est parce que j'ai l'impression qu'on est devant une génération qui n'a plus aucune limite face à l'ultra-violence, docteur. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un bain de violence du point de vue de la société. Donc forcément, ça atténue tous les signaux. Puisqu'il y a une forme d'habituation, de banalisation. Par les réseaux sociaux également. Oui, notamment. Les réseaux sociaux, mais finalement, même quand on écoute les ados entre eux, il y a énormément de violence. Pour nous qui sommes extérieurs, a priori, on n'est pas resté dans cette tranche d'âge, et on voit bien que il y a un ado il y a quelque temps qui me disait même quand on s'aime bien, on s'insulte, par exemple. On parlera aussi des réseaux sociaux. C'est très important ce que vous dites. On parlera des réseaux sociaux, on parlera du poids, par exemple, des discussions qu'ils peuvent avoir via TikTok, les canaux des jeux vidéo. J'ai le souvenir du meurtre d'Agnès Lassalle, cette professeure dans le sud-ouest. J'ai souvenir d'un témoignage d'un professeur, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est pas le problème, Kevin Bossuet, qui le jour de ce drame disait en direct, c'était sur CNews, il y a une question, la question des jeux vidéo, du rapport qu'ils ont à la violence, la question des réseaux sociaux. Il s'était fait cartonner. Vous savez quelle est la société ? On l'avait pris pour un fou. Oui, vous savez quelle est la société qui joue le plus aux jeux vidéo ? Non. La société japonaise, qui est l'une des sociétés les moins dangereuses, meurtrières, violentes du monde. Vous avez un contre-exemple. Il ne faudrait pas non plus que les adultes, presque sur une position sur leur Aventin,
regarde cette jeune génération, la décrivant comme une génération violente, allant dans la mauvaise direction, c'est l'ensemble de la société qui aujourd'hui perclue, qui aujourd'hui est sous une tension permanente, ce que donne à voir le débat politique et parfois le débat médiatique, ce que donne à voir les rapports entre les gens. Les gens ne s'aiment plus, il y a des formes de détestation au quotidien. Société, on a pu utiliser la société cocotte minute. Et comment la jeunesse ne pourrait pas être éponge par rapport à ce climat ambiant. Il y a déjà beaucoup de réactions au standard d'Europe 1, 01 80 20 39 21. Vous êtes en direct dans On marche sur la tête. On est ensemble jusqu'à 18h. On est avec Martine au téléphone. Chère Martine, merci d'être en direct avec nous. Et vous allez nous apporter votre témoignage, le témoignage d'une enseignante. Quel regard l'enseignante porte sur ce qu'il se passe, bien sûr sur le cas nantais, mais aussi sur l'état de la jeunesse et de la société aujourd'hui? Oui, allô? Oui, Martine, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Chère Martine, merci d'être en direct avec nous. Je disais que vous étiez enseignante et que j'avais besoin à la retraite. Mais c'est intéressant d'avoir votre témoignage justement sur l'évolution de cette jeunesse et quel regard vous portez sur le drame nantais, mais pas que, sur l'état de la société aujourd'hui. Oui, écoutez, évidemment, je suis très choquée par ce qui vient d'arriver. Mais j'avoue que mon mari et moi, nous étions tous les deux dans l'enseignement. Mon mari a connu plusieurs cas enfin, pas aussi graves que celui-là, mais était professeur dans un collège, dans un lycée professionnel de menuiserie. Il a eu aussi un élève qui avait perforé l'estomac d'un autre avec un couteau à bois. Donc, je trouve que moi, je suis inquiète pour mes petits-enfants, qui sont actuellement dans un collège et au lycée. Et c'est vrai que cela m'interpelle, mais je pense que, par exemple, une solution, comme dit M. Bayrou, de mettre des portails, il va falloir faire la rentrée des cours à 6h du matin, le temps de passer toute une... On viendra sur chère Martine, on viendra sur les les solutions politiques dans un instant. C'est très intéressant la question des portails. C'est sûr que le portail ne réglera pas tout. Il peut quand même peut-être aider au moins à minima de surveiller ce qu'on fait entrer dans les salles de classe. Le problème, c'est qu'on n'a pas le droit de fouiller. Donc de toute façon, quand bien même on passerait, parce qu'il y a des couteaux qui peuvent très bien passer les portiques sans sonner. Et une fois qu'on a ouvert le sac et que en dessous on voit le couteau, on n'a pas le droit de le prendre, on n'a pas le droit de... il faudrait que ce soit un policier, il faudrait que ce soit... Donc, il faut permettre aux surveillants de pouvoir fouiller les sacs, c'est surtout ça qu'il faut faire. Et juste sur la violence de la jeunesse, parce que c'est ça qui m'intéresse. On l'entend avec le témoignage de notre auditrice Martine, la jeunesse est autant responsable de la violence que victime. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie de la jeunesse, la jeune fille d'hier, elle n'a rien demandé à personne, elle est victime. Elias, il est victime d'autres jeunes ultra-violents. Thomas Crépol, c'est pareil. Donc il faut aussi penser à toutes ces victimes dans la jeunesse de cette ultra-violence qui n'ont rien demandé à personne et qui sont percutées par la violence. J'ai retrouvé un récent sondage CSA pour CNews, le JDD Europe 1. 87% des Français exigent que la sécurité soit une priorité du nouveau gouvernement au moment du gouvernement Bayrou. Donc vous avez en priorité aujourd'hui la question de la sécurité, vient bien évidemment la question du pouvoir d'achat, la question de la santé. Mais aujourd'hui, la sécurité est au cœur de notre société et cette demande-là, elle touche évidemment tous les Français, tous les auditeurs. Vous êtes très nombreux à vouloir réagir. Sandra est avec nous. Chère Sandra, bonjour. Vous aussi, vous avez été enseignante. Et quel regard vous portez sur ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce que le drame de Nantes vous surprend en quelque sorte? Allô? Oui, vous m'entendez? Oui, je vous entends, chère Sandra. Oui, alors, bonjour à tous, d'abord. Non, cela ne me surprend pas. En fait, moi, je n'enseigne plus à l'heure actuelle. J'ai enseigné dans les années 2000. Et après, j'ai eu mes 2 garçons et j'ai arrêté de travailler et j'ai jamais pu reprendre parce qu'en fait, l'un de mes garçons a été violemment harcelé en 6e. J'ai dû donc le retirer du système et faire ce qu'on appelle l'école à la maison. Ça a été un parcours assez compliqué. Et il est donc rescolarisé depuis 3 ans maintenant. Et donc, pour vous dire, au collège en 4e et 3e, donc il a été rescolarisé dans un collège public. Et il me racontait qu'en fait, rien n'avait vraiment évolué.
Donc, en fait, ce qui lui est arrivé en 6e, il a été roué de coups de pied et de coups de poing dans la cour de récréation. Oui, donc c'est pas seulement du harcèlement moral. Ah non, il y a eu violence. Et quand j'ai vu que Non, tout à fait. Et vous parlez de ça, on est dans les années 2000, donc 25 ans plus tard. L'événement de la violence sur mon enfant, c'était juste avant le confinement, en fait. En fait, j'ai fait l'école à la maison et le confinement a eu lieu juste derrière. J'entends, donc on est en 2020, mars 2020, et à ce moment-là, est-ce que vous avez les autorités qui vous soutiennent, qui vous accompagnent? Est-ce que ces faits sont signalés? Est-ce que depuis, vous avez réussi à avancer positivement, évidemment, pour votre enfant? En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est toujours la même chose. C'est lui qui a dû quitter l'établissement, en fait. Donc, les élèves harceleurs sont restés dans l'établissement. À l'époque, et j'ai vraiment j'ai vraiment eu tort de pas l'avoir fait. J'ai pas voulu porter plainte pour pas qu'il ait de problème, parce que le collège était à côté de la maison. Et donc, lui a voulu retourner au collège, parce que ça lui manquait, évidemment. J'imagine, évidemment, bien sûr. Et il m'a raconté, tu sais, maman, c'est partout pareil, en fait. Là, je me sens mieux parce que je me suis fait des copains, des copines, mais sur l'heure de cantine, il y a des coups de poing, il y a des coups de pied, il faut se défendre. Et bien heureusement, là, j'ai envie de vous dire, il se défendait, sauf que c'est interdit dans le règlement, normalement. Évidemment. Et il m'a dit, j'ai mis un coup de poing à quelqu'un, mais j'en viens à ce que je voulais vous dire, j'ai mis un coup de poing à quelqu'un, moi, ça m'a choqué, moi, je ne l'ai pas éduqué comme ça. Et le proviseur que je voyais assez souvent, je lui expliquais, mais il y a des coups de poing, des coups de pied tout le temps, et après, c'est quoi l'étape d'après? Donc je lui ai dit donc... Et vous avez des référents scolaires au collège qui sont parfois impuissants face à cette situation. Et là aussi, le harcèlement scolaire a été un sujet qui s'est imposé dans le débat public au moment de drame après le suicide d'élèves. Et c'est toujours difficile de traiter ces sujets-là. Restez avec nous, 01 80 20 39 21. On continue de parler de ce drame à Nantes au lendemain de l'attaque au couteau dans ce collège-lycée. Il y a eu un hommage qui a été rendu cet après-midi à 18h. C'est le procureur de la République qui va prendre la parole pour apporter les premiers éléments sur l'enquête et sur le profil de l'assaillant. A tout de suite sur Europe 1 pour On marche sur la tête. 16h, 18h. Elliott Deval sur Europe 1.